Merci Kevin. On enchaîne du coup, pour cette, dernière, conférence, donc comme l'a dit Kevin sur le thème des données au service du collaborateur. Patrick, Bénédicte, vous avez beaucoup de choses à partager sur le sujet. En 20 minutes, du coup, je vous donne le challenge, d'échanger. Bénédicte, il me semble que c'est toi qui commences, donc si on t'entend bien, je te laisse, la parole. Avec Bonjour, plaisir. Est-ce que tu peux me confirmer que vous m'entendez? On t'entend très bien. et Parfait. moi de Bah, même, bonjour hein. à tous. Oui, Patrick. Est-ce que Patrick, je te vois, je ne sais pas si on me voit aussi, j'ai dû mettre la caméra, Non, mais je ne mais sais pas si ça fonctionne. Je ouais, je vais te vois la pas. Non, relancer. non, OK. je te vois pas. OK, good. Bah, vas-y, commence par te présenter et puis ensuite je me présente et on commence. Oh, mais je vais être très rapide, on va pas trop passer de temps là-dessus. J'ai un passé de dirigeant, de créateur d'entreprise. Donc je sais pas. Tiens, ça y est, t'es réapparu. Je te vois. Salut Bénédicte. Donc Salut. Patrick Pivet, président de Flexity. J'ai un passé de virage dans des grandes entreprises et de créateur d'entreprise. Donc je sais pas si je suis un businessman qui est convaincu de l'importance de la chose humaine, ou au contraire si je suis un ancien DRH qui est très tourné business. Bref, c'est un mélange des deux. Voilà. Je t'en prie, Bénédicte, je propose qu'on essaye de rentrer assez vite dans le sujet. Eh ben, Bénédicte Darafili-Soissons, donc fondatrice et CEO de Clustery. On a été racheté par Cornerstone en janvier et ça fait 6 ans que nous, on est sur la proposition de valeur justement d'amener les données à la fonction RH, de faire en sorte de la rendre plus diverse, plus innovante grâce aux données, grâce à l'IA. Et on a un peu tordu le sujet de l'IA dans tous les sens. Et donc, on a pas mal de convictions, mais surtout, on s'est pas mal confronté à des réalités. Donc, on a pas mal d'expériences à partager autour de ça. Donc le thème de cet échange ce soir, ça va être les données au service du collaborateur. Avant de rentrer sur l'aspect collaborateur, en fait, on voulait donner cette double vision qui est aussi quid des données vis-à-vis des RH. Et c'est un petit peu la suite de la conférence d'avant. On va rebondir pas mal dessus, je pense, parce que c'est évident qu'il y a 6 ans, la donnée n'était pas vraiment dans le radar des RH. En tout cas, nous, quand on a commencé chez Clustery, d'ailleurs, on voit que tous les grands acteurs du SIRH se sont construits sur une vision qui était digitaliser les processus. Et donc, comment est-ce que la paye, la mobilité, le recrutement, je le fais de façon digitale. Et les données, elles n'avaient pas vraiment une place dans cette vision-là, puisque c'était le seul sujet, c'était comment est-ce que j'arrive à stocker, copier, coller des données. Donc, on pouvait construire des infrastructures et des outils SIRH, d'avoir besoin de comprendre les données qu'on hébergeait. Et aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, on est en train de vivre le processus dans le sens inverse, c'est-à-dire que la valeur, elle est dans la donnée et dans la compréhension qu'on peut avoir des données d'un collaborateur, ses compétences, ses appétences, ses souhaits, le lien entre les carrières, etc. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui un enjeu autour des données, de les comprendre et d'en faire quelque chose, avec un challenge qui est qu'en effet, les données RH, elles ne sont pas quantitatives et propres, comme dans le marketing ou le CRM ou les transports, où l'IA et les données sont traitées depuis très longtemps. C'est une donnée en RH qui est complexe à comprendre parce qu'il y a 58 millions de job titles sur le marché, que tout le monde exprime ses compétences d'une façon différente et que ça évolue très vite. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour adresser cette problématique demain, et du côté des RH et du côté des collaborateurs? Comment est-ce qu'on va s'approprier le sujet des données? Et donc, on va commencer par une première question pour toi, Patrick, qui est pourquoi, selon toi, est-ce que la fonction RH doit s'intéresser à ces données au même titre que ça a été fait dans d'autres fonctions? Et pourquoi est-ce qu'elle doit le faire maintenant? Alors, je voudrais revenir sur un des points que tu citais parce que je pense il est très important pour comprendre la situation actuelle. Dit en d'autres termes, la fonction RH avait une très grosse pression sur sa productivité pendant des années, donc elle a énormément travaillé sur les processus. Et en travaillant sur les processus, ça s'est peut-être un petit peu éloigné finalement du cœur de son métier, c'est-à-dire les gens, et être au service à la fois du business, mais aussi des gens. Donc effectivement, aujourd'hui, on entend cette injonction à l'utilisation de la donnée par la fonction RH. Bah, elle a trois raisons fondamentales de s'y intéresser. La première, c'est le cœur de son métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir à la fois la conviction que le capital humain est une des richesses principales de l'entreprise et que c'est un vrai levier de business, et on n'en a pas une connaissance intime. Enfin, s'intéresser à la chose humaine, quand on est DRH, c'est d'abord avoir une connaissance intime du corps social, et ça passe par autre chose, évidemment, que faire un bilan social où on compte des bâtonnets et on aligne deux, trois histogrammes avec trois moyennes, quoi. C'est non seulement d'essayer de le comprendre dans ce qu'il est, et là on est plutôt dans ce qui relève de la description de ce qu'il est, mais c'est surtout de comprendre dans ses mécanismes. Et c'est là où il y a certainement un grand déficit de la fonction en matière de techniques d'analyse des données, de compréhension des relations de cause et effet qu'on peut essayer d'aller analyser. Je pense qu'il y a une deuxième raison, c'est la capacité à piloter ses actions. C'est-à-dire il y a toujours un vrai débat avec la fonction ressources humaines, c'est d'essayer
de mesurer sa valeur ajoutée. C'est un débat qui existe depuis, enfin moi j'ai l'impression que depuis que je bosse, c'est-à-dire depuis le début, autour de la fonction ressources humaines, il y a toujours une sorte de question de légitimité qui vient se poser et cette question de la légitimité de la fonction, elle vient à mon avis de 2 choses. La première, c'est la difficulté de pilotage qu'il y a derrière et une absence de données, c'est très difficile pour piloter et ça, c'est à mon avis la deuxième raison pour laquelle elle doit s'intéresser à la donnée. Et puis il y a peut-être une autre raison qui tourne toujours autour de sa légitimité, c'est ce qu'on appelle le discours de preuve. Il y a une sorte de complexe de la fonction ressources humaines. Alors évidemment, on ne peut pas la qualifier comme ça de façon extrêmement générale, le propos est très général. Il y a quand même toujours une sorte de complexe par rapport à une fonction financière, comme s'il y avait d'un côté le verbe et de l'autre côté le chiffre. D'un côté PowerPoint et de l'autre côté Excel, la norme et la vie, quoi. Et ça, je pense que ce complexe nuit profondément, d'une part à la capacité d'action de la fonction, et puis d'autre part, ça nuit à son image. Je pense qu'il y a un véritable et encore plus aujourd'hui où, les fake news, enfin, je veux dire, le développement d'une société dans laquelle on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux et cetera, je pense qu'on a besoin d'un discours de preuve. Le discours de preuve, c'est un discours qui s'appuie sur des faits et c'est là où les données, reviennent, directement dans la partie. Enfin, je reviens quand même à la première notion et alors là, c'est pour revenir vers toi, Bénédicte, parce qu'au fond, finalement, la finalité de la fonction ressources humaines, c'est, d'abord de rendre le business possible et c'est aussi de travailler sur les collaborateurs. Alors pour le coup, ces données, il faut qu'elles soient au service du collaborateur. Alors, quel est ton Mhm. point de vue là-dessus? Euh, oui, clairement, il faut que les données soient au service du collaborateur et elles peuvent l'être de différentes façons. Il y a quand même un problème au niveau de l'organisation et que toutes les organisations aujourd'hui, toutes les entreprises cherchent à régler, c'est que qu'on parle de genre, d'âge, d'école ou de place dans l'organisation, il y a énormément de biais aujourd'hui dans le monde du travail quand on va recruter, promouvoir ou faire évoluer des gens. Et que réduire ces biais aujourd'hui, c'est un des plus grands challenges que les organisations ont et que justement les données, notamment les données du collaborateur, peuvent aider à résoudre ces biais-là. Je vais prendre 3 exemples et 3 bénéfices qui peuvent être directement pour le collaborateur quand on parle de données. La première dimension, c'est comment est-ce que les données collaborateurs peuvent aider à avoir un milieu du travail, un environnement de travail qui est plus neutre en termes de genre, en termes d'âge, etc. J'ai posé une question simple. Est-ce que vous savez combien de compétences un homme va déclarer si on lui pose la question comme ça de but en blanc? En moyenne, un homme va déclarer 15 compétences. Et quand c'est une femme, elle va en déclarer 5. Donc en fait, il y a des biais limitants que les individus se posent eux-mêmes. Là, je prends l'exemple du genre, mais il y en a plein d'autres sur leur capacité à se marketer et du coup à être plus facilement employables et à rendre leur employabilité plus visible. Et justement, quand on va se baser sur les données du collaborateur, analyser son job title, analyser le descriptif qu'on peut avoir dans son poste, on va pouvoir utiliser ces données pour faire en sorte de réduire ces biais, c'est-à-dire aller utiliser de l'IA et un apprentissage sur les données pour faire en sorte de détecter les compétences cachées des collaborateurs, que ce soit un homme ou une femme, et que si on rentre le job title saleswoman ou salesman, on arrive aux mêmes compétences qui sont détectées. Donc ça, c'est un premier rapport pour le collaborateur, c'est faire en sorte qu'on l'aide, que les données et l'IA l'aident à réduire les biais limitants que lui-même va se poser parce qu'il est une femme ou un homme ou parce que c'est quelqu'un qui a 50 ans et non pas 25 quand on parle de compétences dans le digital. Donc comment est-ce qu'on peut construire une IA et utiliser les données qui soient agnostiques au genre, à l'âge, etc. Deuxième dimension pour comment est-ce que les données peuvent être au service du collaborateur, c'est pour créer plus de diversité en fait dans le milieu du travail, dans l'entreprise. En fait, si par exemple j'envoie mon CV à quelqu'un pour une offre d'emploi et que le job que je fais actuellement n'est pas dans la même famille de jobs que celui de l'offre pour laquelle je postule, j'ai moins de 15% de chances d'être reçu à un entretien en fait. Donc ici, il y a un deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on évite, et je sais que ça a été évoqué dans la conférence avant, comment est-ce qu'on évite de reproduire les mêmes schémas? Comment est-ce qu'on évite de faire en sorte qu'en effet, l'exemple qui était pris, c'est je suis comptable, bon, bah, je vais juste pouvoir devenir chef comptable. Non, comment est-ce qu'on peut justement aider les collaborateurs à avoir moins de linéarité dans ces carrières et de silos? Bah, en fait, simplement en ayant une approche justement autour des compétences, c'est-à-dire pas uniquement regarder les carrières qui ont été faites dans le passé, mais analyser tous les critères possibles qui se trouvent dans les données des collaborateurs, donc ses souhaits, ses appétences, les jobs qu'il a fait dans le passé, le descriptif qu'il a dans ses jobs, pour driver plus de diversité dans les profils et plus de transversalité dans les carrières. Et donc pouvoir identifier potentiellement pour une femme qui est analyste financière des postes en data science.
Et la troisième dimension qui font que l'analyse de données peut être au service des collaborateurs, c'est comment est-ce que je construis un environnement de travail qui est plus inclusif. Donc tous les biais qui sont souvent mentionnés, c'est l'âge, le genre, le prestige de l'école, etc. Mais en fait, il y a une source d'inégalité dont on ne parle quasiment jamais, c'est la place qu'on a dans l'organisation. Est-ce qu'on est visible par les gestionnaires de carrière et par les managers ou pas? Est-ce qu'on a vraiment le support et l'aide de l'organisation pour se développer en interne ou pas? Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a un gestionnaire de carrière pour 500 ou 1000 personnes. Donc, on ne peut pas s'occuper de tout le monde de la même façon et tout simplement, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, on s'occupe de 5% des gens, les hauts potentiels, les execs, etc. Et 95% des gens sont livrés à eux-mêmes. Et donc, utiliser les données du collaborateur de façon à, derrière, leur proposer automatiquement, avec un career coach, avec une IA, enfin, peu importe, en fait, des postes à chacun, va permettre de résoudre une problématique de discrimination qui est non pas liée à l'âge ou au genre, mais qui est liée à est-ce que j'ai accès à la bonne information et au bon réseau en interne pour gérer ma carrière. Donc, comment est-ce qu'on casse les barrières pour ceux qui sont laissés de côté par la fonction RH, quelque part par l'organisation, et comment est-ce qu'on arrive à délivrer à chaque collaborateur une aide équivalente dans sa capacité à gérer sa carrière. Alors, Donc voilà, je pense que les données sont au service du collaborateur pour ces trois raisons-là. Dis-moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ça va poser une question parce que autant fondamentalement on ne peut être que d'accord avec l'intention poursuivie. Maintenant, ça pose la question qu'on peut avoir sur la confiance dans l'IA. Comme toujours, dans des moments comme ça, dès qu'il y a une technologie qui prend un peu le poids et qui est visible, il y a tout de suite un discours superfétatoire. Je l'ai un peu entendu tout à l'heure dans les propos des précédents intervenants, à juste titre. Alors, on a ceux qui nous disent que l'IA va tout révolutionner, va régler tous les problèmes de discrimination, etc. Puis il y a ici tous les Cassandres qui nous annoncent que ça va détruire des emplois. Il y a tous ceux qui sont parfois un peu réalistes qui nous disent que ça peut avoir la capacité à reproduire un certain nombre de phénomènes qu'on a déjà observés, que ça reproduit le réel. On l'a vu avec le chatbot de recrutement d'Amazon. Alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on peut fabriquer une IA qui génère de la confiance et qui n'est pas une sorte de boîte noire qui va reproduire tous les biais que tu viens d'évoquer, qui sont une réalité dans la société, qui sont une réalité dans l'entreprise et qui sont peut-être aussi une réalité dans la boîte noire? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, en effet, je pense que tout ce qu'on a entendu sur l'IA jusqu'à aujourd'hui est hyper sensationnel. Parce qu'en fait, la problématique qu'on a, c'est que personne comprend vraiment ce que c'est que l'IA, mais tout le monde a une opinion dessus. Et donc, on entend, mais oui, ça va détruire des jobs, l'IA va reproduire les schémas du passé, on l'a entendu dans la conférence juste avant, ça n'existe pas, etc. En fait, il faut juste parler de choses concrète, c'est que l'IA, elle est construite par des gens. Et donc, en fait, on est capable de construire une IA qui va en effet rendre le milieu du travail plus neutre, plus inclusif, plus divers, si on met en place des principes, et donc ça requiert des règles, ça requiert des convictions dans notre façon de développer de l'IA. Il y a quelques grands principes que je peux évoquer. La première dimension, c'est comment est-ce que, donc pour avoir confiance en cette IA et éviter ce que tu évoquais, la première dimension, c'est comment est-ce qu'on donne à la machine la bonne donnée sur laquelle elle doit apprendre. Ça, c'est évidemment le principe le plus évident. C'est que si tu entraînes tes algos sur la donnée qui est biaisée, ton algo va être lui-même biaisé. Donc ici, comment est-ce que tu vas enlever les biais le maximum du dataset sur lequel tu vas entraîner ton IA? Donc déjà, avoir un dataset qui est le plus large possible, avec beaucoup de pays, beaucoup d'industries, beaucoup de types de jobs, beaucoup de niveaux de jobs, plutôt qu'avoir un dataset limité aux hommes blancs français qui ont fait Polytechnique. Évidemment, ça va déjà enlever pas mal de biais. La deuxième dimension, c'est comment est-ce que tu vas enlever tout ce qui est des sources évidentes de biais comme les photos, le nom, l'âge, ce genre de choses. Et comment est-ce que tu vas enlever aussi dans les données tout ce qui va permettre d'identifier un genre. Justement, au lieu de mettre salesman ou saleswoman, mettre salesperson. Et deuxième principe qui a été évoqué aussi, qui est un risque qui a été évoqué dont tu parlais, mais qui a été évoqué dans la précédente conférence, c'est comment est-ce qu'on évite de reproduire des schémas? Comment est-ce qu'on fait en sorte de façon consciente construire une IA qui va être meilleure que le passé et l'historique qu'on a pu avoir sur les carrières? Comment est-ce qu'on n'emmène pas dans l'IA toutes les discriminations qui ont pu avoir lieu dans le passé des carrières qu'on a eues dans l'entreprise ou dans le monde? Et en fait, ici, la réponse, elle est simple, entre guillemets. L'application de ça est un peu plus difficile. C'est premièrement de ne pas faire des algos qui vont reproduire le passé et donc en fait analyser uniquement les parcours de carrière historiques et se baser là-dessus, mais en fait faire des algos qui sont basés sur les compétences, c'est-à-dire
les soft skills, les hard skills, les connaissances des collaborateurs, parce que ça, c'est le plus petit dénominateur commun dans l'ensemble des cas d'usage qu'on peut avoir. Il y a des compétences en mobilité, en recrutement, en gestion des carrières, en formation. Et donc, si on crée un langage autour des compétences, on évite de reproduire le biais du passé. Je prends un exemple qui est, si je vous demande quel job peut faire un product manager, tout le monde va naturellement penser à, il peut être head of product, il peut être peut-être head of growth, ce genre de choses, parce que c'est les carrières qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, si je pose la question autrement en disant, quel job peut faire quelqu'un qui a une compétence en gestion de produits, en relations clients, en marketing produit, en stratégie business, ici, en fait, on va aussi peut-être penser à des postes de pre-sales ou à des postes dans le marketing. Donc, on évite de reproduire ces patterns-là. Troisième principe pour avoir une IA dans laquelle on peut avoir confiance et qui ne reproduit pas les risques que tu évoquais, c'est faire en sorte que l'IA aide à détecter des biais qui sont dans les données. En fait, les deux premiers principes que j'évoquais s'assurent que les algos qu'on a ne vont pas être biaisés par la data sur laquelle ils ont été entraînés. Par exemple, le fait qu'il y ait des formulations de genre dans les données ou le fait que le dataset ne soit pas représentatif. Mais en fait, l'IA peut aussi être hyper utile pour éviter en fait le risque d'avoir des données qui sont biaisées mais qui ne sont pas biaisées de façon évidente. Je prends un exemple en fait sur les compétences. Les hommes ont tendance à s'évaluer 50% plus haut que les femmes. Et donc là, c'est une donnée dont on ne sait pas naturellement qu'elle est biaisée, mais qui pourtant l'est. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour faire ça? Par exemple, l'IA va être capable de dire, OK, j'entends que toi, tu t'évalues à 8 sur 10 et que toi, tu t'évalues à 4 sur 10. Moi, pour évaluer le réel niveau sur cette compétence, je vais calculer le nombre d'années d'expérience que tu as effectivement dans cette compétence, l'intensité avec laquelle tu as utilisé cette compétence. On sait que, par exemple, des démos sont faites 10 fois par semaine par quelqu'un qui est commercial et peut-être 10 fois par an par quelqu'un qui est CEO. Donc, c'est pas la même intensité. Et troisièmement, la fraîcheur. Est-ce que tu as mis en pratique cette compétence récemment ou pas? Donc, en fait, c'est pareil. Un autre biais inconscient, c'est des personnes de plus de 55 ans vont dire qu'elles ont la compétence de statistique, là où quelqu'un de 25 ans va dire qu'elle a la compétence data science. Et aujourd'hui, les offres d'emploi, elles demandent plus de data science que de statistique. Donc, on crée encore un biais. Et donc là, on va utiliser l'IA pour, en fait, justement, enlever ces biais des données et les normaliser pour avoir un langage qui ne comporte pas de biais. Et enfin, en dernier, très rapidement, le dernier principe, et ça qui est encore une fois de la responsabilité de l'entreprise qui construit cette IA, c'est comment est-ce qu'on monitore sans arrêt en fait nos algorithmes pour être sûr qu'ils ne vont pas perpétuer des biais. Donc en fait, comment est-ce qu'on va vérifier régulièrement que en fait, quand je détecte des compétences pour un poste équivalent entre une femme et un homme, je vais détecter les mêmes compétences et le même nombre de compétences. Comment est-ce que je vérifie que j'arrive pour les mêmes CV à avoir les mêmes matchs? Même s'il y a une différence d'âge, etc., etc. Donc, tout est dans la façon pour l'entreprise qui produit une IA de s'assurer justement qu'elle ne perpétue pas des biais. Et du coup, ça emmène à une question qui est assez intéressante, c'est que il y a la responsabilité des entreprises qui construisent une IA et qui doivent s'assurer en fait qu'en effet, elle est bien au bénéfice du collaborateur et de l'organisation et qu'elle ne perpétue pas ces biais-là. Mais ensuite, il y a comment est-ce que les salariés et les RH, donc c'est la responsabilité aujourd'hui de travailler avec ces outils-là, comment est-ce que eux font pour justement s'assurer que cette responsabilité est bien prise et comment est-ce qu'elles font pour travailler chaque jour avec des données et s'assurer qu'elles aussi ne perpétuent pas de biais. Donc, la question pourrait être pour toi, Patrick, demain, la fonction RH qui doit travailler avec des IA justement pour relever tous les challenges qu'on évoquait, quelles compétences elle-même est-ce qu'elle doit développer pour réussir à travailler avec ces solutions-là et pour faire parler les données, les interpréter et les mettre au service du collaborateur? Je crois que tu l'as parfaitement illustré avec les exemples que tu as donnés. Ça te demande quand même un minimum de compétences en matière d'analyse des données, tout simplement. Enfin, je pense qu'il y a une culture statistique qui est pas très présente dans la fonction RH, mais qui est peut-être même pas tellement présente dans la société. Enfin, je pense que la crise qu'on traverse, où on voit des stats tous les jours qui sont alignés comme ça, on a un peu l'impression qu'on additionne des choux et des carottes et que tout le monde s'est improvisé spécialiste de je sais pas quoi à la dernière minute. Je trouve ça assez inquiétant. Et je pense que le premier domaine dans la fonction RH, dans lequel la fonction RH doit essayer d'investir un petit peu de compétences, c'est précisément une culture d'analyse des données. Et la culture d'analyse des données, c'est pas un truc qui s'apprend. Il faut juste imaginer quand même qu'entre le pas que tu leur demandes de faire au travers de tout ce que tu viens d'évoquer et là d'où ils viennent, il est assez important. Concrètement, tu as encore pas mal d'entreprises où la difficulté, c'est de se compter.
j'exagère à peine, ne serait-ce que pour des problèmes de définition, genre entre le contrôle de gestion, la fonction RH, etc. Alors, c'est là où ce pas, il me paraît difficile. Et on a une fonction RH qui est beaucoup plus ancrée sur une statistique qui est descriptive. Alors, avant qu'on rentre dans une statistique un peu plus explicative, voire prédictive, bah, pour éviter les biais, il faut avoir une vraie compréhension de la portée de tout ça et de ce que ça signifie. Et on a un peu vite fait, je pense, dans beaucoup d'endroits, et pas plus d'ailleurs dans la fonction RH qu'ailleurs, à faire des raccourcis un peu rapides. Alors là, pour le coup, c'est les biais, mais c'est aussi un manque de culture en matière de stats. Genre, quand on voit tous les biais qu'on peut faire entre des relations de corrélation et des relations de causalité, il faut juste rappeler aux gens que s'il pleut à chaque fois qu'ils sortent de chez eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont à cause de la pluie, quoi. Genre, ça veut juste dire qu'ils habitent dans un patelin de merde, quoi. Genre, on a cette difficulté. Donc ça, je pense que c'est un premier champ que la fonction RH doit développer. Et tu l'as dit également au travers de quelques-uns de tes exemples, il faut comprendre comment les données sont fabriquées. C'est pas simplement avoir des données propres, en nombre, etc. Il faut comprendre le processus qui amène à la fabrication des données. Et les données, c'est pas une vérité absolue, la donnée. Deux thermomètres ne donnent jamais la même température et par conséquent, il faut comprendre le terrain, il faut comprendre les processus qui permettent de fabriquer ces données et donc ça nous renvoie au système. Et je pense que là, il y a une dimension au système d'information qui est insuffisamment maîtrisée. Quand on voit la cacophonie de certains systèmes d'information dans des grands groupes où on a une multiplication d'applications informatiques dans tous les sens et que la même donnée n'a pas ni la même tête, ni la même signification qu'on se trouve au Brésil ou qu'on se trouve à Kuala Lumpur, je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus. Et ce travail exige, à mon avis, une réflexion de fond sur l'architecture et sur l'urbanisation des systèmes d'information, ce qui est pas forcément toujours le cas. Je pense qu'il y a une troisième dimension qui, moi, me paraît extrêmement importante, c'est que finalement, au fond, et il y a un intervenant qui l'a dit tout à l'heure, la donnée ou l'analyse des données, l'utilisation des données, faire parler les données, ça a une finalité. C'est prendre des décisions intelligentes, au fond. Et évidemment que le pas de la donnée à l'intelligence, il se fait pas comme ça. Et donc, on va bien avoir un moment besoin du regard que va porter, là en l'occurrence on parle de la fonction RH, un praticien RH, sur un certain nombre d'analyses issues de l'analyse de chiffres. Et il va essayer de porter un avis là-dessus pour prendre une décision. Bon. Et là, je pense que pour être en capacité d'avoir des avis qui sont à peu près forgés et qui font sens, il n'y a pas simplement la capacité d'analyse des données, il y a aussi d'avoir une vision de son métier qui dépasse très largement le champ d'expertise dans lequel on l'a enfermé. Pour être en capacité d'interpréter si deux data font sens, pour être en capacité de connaître, par exemple, les biais que tu as évoqués, il faut comprendre le terrain, et le terrain, il n'est pas limité au champ de vision qu'on a. Et donc, ça milite en faveur, à mon avis, d'une vision beaucoup plus large, beaucoup plus holistique du métier RH, voire même de la compréhension de l'entreprise. Par conséquent, ça milite aussi en faveur de comprendre le business, comprendre l'activité, comprendre le terrain, comprendre l'organisation, enfin revenir sur des sujets qui ont peut-être été un tout petit peu désinvestis par la fonction RH. Alors, en même temps, là où je partage aussi ton point de vue, c'est que pour être en capacité de faire ça, il faut avoir des données. Bon. Et avoir des données, peut-être qu'il faudrait impliquer, et genre, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire aussi que il faut impliquer les collaborateurs et les collaboratrices eux-mêmes et elles-mêmes dans ce processus. Alors, comment toi tu vois ça? Comment peut-on essayer véritablement d'impliquer le collaborateur dans sa capacité à fabriquer de la donnée ou à gérer ces données et en sortant de cette histoire de boîte noire qui peut faire peur à tout le monde? Ça Alors sera pour la moi, il y a dernière plusieurs question, points. hein. OK. Le premier point rapidement, parce qu'il y a quand même j'aimerais qu'on finisse sur une question, pour Patrick, donc je vais être hyper rapide là-dessus. Le premier point, c'est de faire en sorte de rendre le collaborateur acteur de ça. C'est-à-dire que demain, c'est le collaborateur qui doit gérer sa carrière. Or, c'est pas son job de gérer sa carrière. Il a autre chose à faire. Il fait du produit, il fait de la comptabilité et il sait pas le faire. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte, déjà, qu'il ait une incentive, c'est-à-dire je partage mes données, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Il faut qu'il y ait un win-win. En échange, il a un matching de poste, il a un matching de carrière, il a un audit de ses compétences, des choses qui vont lui donner envie de partager cette donnée. Et ensuite, il faut que ce soit possible facilement. Donc, il faut qu'on encapsule en fait la solution de partage de données dans son travail au quotidien avec les canaux de communication qu'il a l'habitude d'utiliser. Donc, l'email ou le canal de communication interne ou un chatbot, etc. Il faut évidemment que, en fait, il faut aussi impliquer pour qu'il ait un minimum de choses à faire. On ne veut pas qu'il y ait le syndrome de la page blanche. Donc, il faut, quand il arrive la première fois, qu'il y ait déjà des choses, que des compétences qui aient été détectées, qu'il n'ait plus qu'à valider, invalider du contenu, demander du feedback à ses pairs, etc. En fait, il faut construire l'IA comme un career coach que le collaborateur aurait envie de recruter. Donc, il faut aller chercher son consentement et avoir une approche hyper sexy et centrée autour de ses intérêts, sa façon de travailler pour pas que ce soit une contrainte pour lui, mais au contraire un facilitateur. Donc, comment est-ce que dans le produit qu'on va construire, on le fait avec une approche quasiment B2C et non pas en B2B, parce que c'est bien un produit pour le collaborateur, pour qu'il ait très peu de choses à faire et qu'il soit incité à le faire et qu'à la fin, il y ait un reward immédiat avec du matching. Ce qui est hyper important
important, et ce que tu disais, c'est que l'IA doit pas être une black box. On n'est pas comme en marketing où on demande à l'IA en fait d'identifier quel slot de publicité acheter, à combien et quelle publicité il faut afficher. En fait, et ça on l'a largement dit, l'IA doit permettre au RH de prendre des décisions, aux collaborateurs de prendre des décisions, juste en lui recommandant des choses. Mais c'est pas elle qui va mener l'action, contrairement au marketing. Donc, on doit vraiment faire en sorte d'éveiller la conscience du collaborateur ou du RH en expliquant pourquoi l'IA est arrivée à cette conclusion. Donc, créer une white box avec une explication détaillée à chaque fois de pourquoi cette compétence a été détectée ou pourquoi ce job matching a été trouvé, etc., etc. Et pour finir, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir conscience que demain, les entreprises vont avoir le rôle de développer l'employabilité des collaborateurs en général, parce que pas uniquement dans le cadre de leur entreprise à eux, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, un collaborateur va changer d'entreprise peut-être 10 fois dans sa vie. Donc, il faut développer son employabilité même dans un contexte qui ne sera pas celui d'entreprise demain. Et donc, c'est le collaborateur, en fait, qui va avoir la responsabilité de sa carrière et de ses données, qui l'apportera peut-être d'entreprise en entreprise, et les données ne seront plus la propriété de l'entreprise, mais la propriété du collaborateur qui pourra développer son employabilité cross-entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une approche produit et IA qui est centrée autour du collaborateur. Et du coup, la vraie question pour les RH, de l'autre côté, c'est eux qui sont challengés dans leur rôle, puisque le collaborateur va, entre guillemets, reprendre le pouvoir sur la carrière et sur ses données. Il y a le rôle du manager aussi qui doit être clé pour le faire grandir, parce que l'expérience est clairement quelque chose de clé, c'est la nouvelle formation, l'expérience de carrière. Donc, le manager doit devenir quelqu'un qui va développer les compétences et les produire plutôt que les consommer. Qu'est-ce que ça laisse comme rôle au RH? Est-ce que ça les affranchit du reste, le fait de travailler sur les données RH? Est-ce que ça leur donne un rôle différent? Est-ce que ça les rend plus intelligents? Comment est-ce que tu vois l'évolution du rôle du RH dans ce contexte qui est en train de changer fondamentalement? J'ai entendu le gong, donc je vais essayer d'être bref. En fait, il y a deux choses à dire. La première, c'est que non, les données ne rendent pas intelligents. Ça peut même rendre très con. Big data, small brain, je pense que c'est l'un des risques. En fait, ça affranchit pas du fond du sujet qui a toujours été le même, qui est de celui de prendre une décision. Et prendre une décision, c'est faire preuve de courage, systématiquement. Donc ça nous renvoie à la notion de risque, et je pense que c'est d'ailleurs dans les sciences du management, c'est en ce moment une notion qu'on est en train de reprendre. La crise d'aujourd'hui nous le rappelle, et c'est pourtant l'une des notions les plus structurantes. Donc jamais la donnée ne rendra les professionnels des ressources humaines intelligents. C'est eux qui seront intelligents et qui utiliseront des datas pour être en capacité de prendre des décisions pertinentes. Donc en aucun cas, ça n'affranchit de la question éthique, et c'est pas parce qu'il y a d'IA qu'il y a plus de questions éthiques. Il y a toujours eu des questions éthiques. Dès lors qu'on parle d'un sujet humain, la question de l'éthique et de la morale, elle est présente, ou alors j'ai juste pas compris le métier. Deuxièmement, ça signifie que par derrière, il y a une question fondamentale qui est celle du courage des décisions, et que ça nous renvoie à la question du risque personnel qu'on prend quand il faut faire preuve de courage. Donc je pense que finalement, ça change pas fondamentalement grand-chose pour la fonction RH, si ce n'est que ça lui donne un bras armé plus puissant, qu'elle peut utiliser avec intelligence, ou au contraire qu'elle peut utiliser bêtement. Je voudrais juste terminer par un mot. Je me suis fait la réflexion en me connectant tout à l'heure que, puisqu'on allait parler d'IA, ça faisait intelligence artificielle au début, donc je voulais en profiter pour féliciter les étudiants parce que vous avez fait un job super pro sur cette session, et donc je voulais simplement terminer en vous félicitant chaleureusement. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Ça me peine aussi un peu de vous interrompre parce qu'on sent votre passion, Patrick et Bénédicte, on sent votre passion et votre volonté de partager votre expérience. Donc merci beaucoup à vous deux de partager lors de cette clôture. Donc c'est une édition qui se termine, l'édition des RH des Actes Digital. C'est une édition qui se déroule évidemment dans un contexte particulier, mais qui dit contexte inédit dit format inédit, et qui a eu lieu grâce à tous nos partenaires que nous souhaitons citer de nouveau. Donc j'ai la lourde tâche de conclure, et j'espère de n'oublier personne. Donc Cornerstone, le LabRH, la NDH, le MagRH et l'IAU Gustave Eiffel, un très grand merci à eux. Nous souhaitons également remercier tous nos intervenants, nos startups et experts RH qui ont joué le jeu, confinés de chez eux, de jouer le jeu tout au long de l'après-midi sur les 4 ateliers portés par le fil conducteur de l'expérience collaborateur. Également un grand merci à Michel Barabel, François Gueuse, Yanka Pierre-Stegui, Gaël Roudot qui a fait un grand nombre de sketch notes que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, et les étudiants du master, donc Mégane, Donia, Camille, Alexia et Patricia, que vous avez retrouvés lors des différents ateliers sur le recrutement, branding, formation et mobilité. Et notamment Kevin, bien le sûr. reste et merci. Et notamment le reste de la promotion qui a posé des questions très intéressantes qui ont fait vivre ce débat. Mais surtout, un grand merci à vous.
vous qui êtes chez vous. Enfin, on est tous chez nous, mais merci à vous d'avoir assisté et participé à nos ateliers en posant vos questions. Et vous retrouverez bien naturellement donc cette conférence dans un lien vidéo qui sera séquencé sûrement donc par atelier que nous partagerons et nous espérons donc vous retrouver de nouveau l'année prochaine physiquement, j'espère, pour hacker de nouveau le digital. À bientôt.